Qui s'intéressera aux pensées d'une écolière de 13 ans? C'est fou de se dire que c'est avec cette question qu'une jeune fille, Anne Frank, a commencé son journal. Elle ne pouvait pas se douter que ces mots traverseraient les décennies pour devenir l'un des témoignages les plus puissants de l'histoire. Aujourd'hui, on se plonge dans son histoire. Alors c'est une question simple, presque banale. Et pourtant, avec le recul, elle est d'une puissance incroyable. C'est la question que se posent tellement d'adolescents. Est-ce que ma voix compte? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Anne, évidemment, ne pouvait pas savoir à quel point la réponse serait bouleversante. Eh bien, la réponse, elle est venue du monde entier, littéralement. Son journal, qui a été traduit dans des dizaines et des dizaines de langues, est devenu un symbole universel de la force de l'esprit humain face à la barbarie. Alors, comment est-ce que tout ça a commencé? Comment la vie d'une ado, tout à fait normale, a pu basculer comme ça, si vite, dans un véritable cauchemar? Ce qui est vraiment frappant, dès les premières pages, c'est ce grand écart. D'un côté, Anne nous parle de ses cadeaux d'anniversaire, de ses notes, de ses amis, bref, des soucis de n'importe quel jeune de 13 ans. Et de l'autre, vous avez la réalité de l'occupation qui s'installe, de plus en plus lourde, l'étoile jaune qu'il faut coudre sur les vêtements, les couvre-feux, la liste sans fin des lieux qui leur sont désormais interdits. Deux mondes en fait, qui s'affrontent. Et puis un jour, tout bascule. Une lettre. C'est tout. Une simple lettre qui arrive. Une convocation pour sa grande sœur, Margot. La famille comprend tout de suite ce que ça veut dire. Un aller-simple pour un camp de travail. Il n'y a plus le choix. Il n'y a plus de temps. Il faut disparaître. Et vite. C'est quand même incroyable de lire ça de la part d'une fille de cet âge. Dans la panique du départ, alors qu'elle a le droit qu'à un seul sac, elle ne pense pas aux robes, non. Elle pense à ses souvenirs. Elle choisit d'emporter son journal. Elle sait déjà, presque instinctivement, que ce sont nos histoires qui nous définissent, bien plus que nos possessions. Allez, on va maintenant se plonger dans leur vie, dans ce refuge secret. Comment est-ce qu'on survit, caché comme ça en plein cœur d'une ville occupée? Leur refuge, c'était vraiment un secret dans le secret. Caché à l'arrière du bâtiment de l'entreprise de son père, Otto se trouvait un appartement sur 2 étages. Et pour y accéder, il fallait passer par cette fameuse bibliothèque pivotante, devenue célèbre dans le monde entier. Une porte dérobée vers un monde où ils espéraient enfin être en sécurité. Quand on regarde ce plan, on réalise à quel point c'était petit. D'abord, il y avait les Frank, à 4. Puis ils ont été rejoints par les Van Daon et leur fils, et un peu plus tard par un dentiste, Monsieur Dussel. Imaginez un peu, 8 personnes. 8, confinées là-dedans 24 heures sur 24 pendant plus de 700 jours. C'est presque inimaginable. Et pour survivre, évidemment, il fallait des règles ultra strictes. Le silence, c'était la règle numéro 1, l'or. Surtout pendant la journée, quand les ouvriers travaillaient dans l'entrepôt juste en dessous. Le moindre bruit, le moindre craquement de plancher, ça pouvait être la fin. Mais la peur, ce n'était pas leur seule prison. Il y avait aussi ce poids énorme de la culpabilité. Elle l'écrit ici, noir sur blanc. Comment est-ce qu'on peut dormir tranquillement dans un lit chaud quand on sait, grâce à la radio clandestine, ce qui arrive à ses amis dehors? C'est une torture silencieuse qui la ronge de l'intérieur. Mais, et c'est là que ce journal devient absolument extraordinaire, c'est ce qui se passe à l'intérieur même d'Anne. Ce confinement physique, en fait, ça a provoqué une sorte d'explosion, une expansion incroyable, à la fois intellectuelle et émotionnelle. Son journal, qu'elle appelle Kitty, ça devient bien plus qu'un cahier. C'est son amie, sa confidente, sa bouée de sauvetage. C'est à Kitty qu'elle dit tout, sans aucun filtre. Ses colères contre sa mère, ses doutes, les changements dans son corps. Avec une maturité stupéfiante pour son âge, elle s'analyse, elle se décortique, elle essaie de comprendre qui elle est en train de devenir. Et puis, il y a un moment, un vrai déclic. Un jour, elle entend à la radio un ministre qui appelle les gens à conserver leurs journaux pour témoigner après la guerre. Pour Anne, c'est une véritable révélation. D'un coup, son journal n'est plus juste un confident, non, ça devient un projet. Elle se met à rêver. Elle sera écrivaine, journaliste. Elle veut que sa voix porte, même après sa mort. Malgré tout ça, malgré la peur, l'isolement, la vie continue. La vie d'adolescente en fait, et avec elle, de nouveaux sentiments et un espoir qui renaît. Au milieu de toute cette promiscuité, il y avait un seul endroit où on pouvait espérer être un peu tranquille, le grenier. Et c'est là-haut, sous les toits, qu'Anne et Peter, le fils des Van Daen, commencent à se rapprocher. D'abord timides, ils finissent par se confier et une amitié naît, qui se transforme en premier amour. C'est une petite bulle d'air, une lueur dans cette obscurité constante. Anne trouvait un réconfort incroyable dans la nature. Même ce petit bout de ciel qu'elle pouvait apercevoir par une lucarne, c'était tout pour elle. Un rappel de la beauté du monde
et une source inépuisable d'espoir. Et puis, il y a la radio, leur seul lien avec le monde extérieur. Chaque bonne nouvelle, chaque victoire des Alliés, c'est une fête dans l'annexe. Et alors, quand ils apprennent la nouvelle, le 6 juin 1944, le débarquement en Normandie, c'est l'euphorie. Ils y sont presque, ils le sentent. La fin du cauchemar est là, à portée de main. On arrive maintenant à la fin de l'histoire, une fin qui est à la fois terriblement tragique et en même temps porteuse d'un héritage absolument immense. Voilà l'une des toutes dernières choses qu'elle a écrites, le 1er août 1944. C'est une réflexion d'une profondeur vertigineuse. Elle parle de ces deux Anne, celle qui est légère en surface et celle beaucoup plus profonde qu'elle n'ose montrer à personne. Une lutte intérieure pour juste avoir le droit d'être soi-même. Et après cette phrase, plus rien. Le silence. 3 jours plus tard, le 4 août 1944, le bruit des bottes dans l'escalier. Sur dénonciation, la police allemande fait éruption. Leur cachette est découverte. Leur monde s'effondre. Leur voyage s'arrête à Auschwitz. Là-bas, la famille est séparée pour toujours. Sa mère, Edith, y mourra d'épuisement. Anne et Margot, elles, sont déportées à Bergen-Belsen. Elles y meurent du typhus en mars 1945, à quelques semaines, peut-être même quelques jours, de la libération du camp. Des 8 personnes cachées dans l'annexe, un seul survivra, le père d'Anne, Otto Frank. Et c'est lui qui, à son retour, va recevoir le journal de sa fille. Et c'est lui qui décidera d'accomplir son plus grand vœu, le faire publier. Et ça nous ramène à notre toute première question. Comment est-ce qu'on mesure l'impact d'une vie qui a été si brutalement écourtée ? Anne Frank est morte à 15 ans, mais sa voix, elle n'a jamais été réduite au silence. Grâce à son journal, elle continue de nous parler, de nous rappeler la force de l'espoir et la valeur infinie de chaque existence. Et ça, c'est peut-être ça, sa plus grande victoire.